Vous nous connaissez peut-être pour nos webinaires, mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, du coup, on est une association qui a été créée en 2023 par des étudiants et des anciens étudiants du master. Nos missions sont de sensibiliser, prévenir et rassembler autour du psychotraumatisme, mais aussi de la santé mentale plus généralement. Pour cela, on organise nos webinaires pour informer du coup sur ces thématiques et on est présent aussi sur différents réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram, et YouTube où on vous partage du coup différentes informations, dont les dates de webinaire par exemple, et vous trouverez du coup les liens dans le chat normalement. Donc, à qui s'adresse l'AFPR? L'AFPR, pardon, elle s'adresse surtout aux étudiants qui souhaitent s'informer sur le psychotrauma et le master PCVDP, mais aussi, bien sûr, aux professionnels. Vous pouvez d'ailleurs adhérer à l'association pour nous soutenir. C'est à partir de 5 euros pour les étudiants et à partir de 10 euros pour les professionnels. En devenant membre, ça vous permet notamment d'accéder à l'entièreté de nos webinaires en replay, mais on propose aussi des avantages qui sont spécifiques aux étudiants qui intégreront le master ou qui sont actuellement dans le master. Ça permet notamment de participer à l'activité de la FPR en devenant bénévole, avec la possibilité en master 2 de devenir membre du bureau. Ça permet aussi de participer à l'organisation des soirées M1, M2 et diplômés, ainsi que faire partie du programme de marrainage et de parrainage en M1, M2. Et comme Amandine l'a dit, vous pourrez retrouver le lien pour adhérer dans le chat. On va vous présenter maintenant le parcours de certains diplômés avant de vous présenter l'intégralité du master. Et à la fin de notre présentation, on va aussi pouvoir vous présenter les différents parcours de certains M1 et certains M2. Donc les diplômés, si vous êtes présentes, je vous laisse prendre la parole en espérant que vous soyez arrivés. Alors moi je suis là, je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre. Alors je te laisse la parole. Bonsoir, je m'appelle Lisa Colamarino, je suis psychologue psychothérapeute. J'ai été diplômée du master PCVDP en 2024, donc ça va faire 2 ans. Avant ça, j'avais fait une licence, enfin un bachelor en école de commerce et un master de marketing à Sciences Po Paris. En fait, c'est une reconversion, la psychologie. J'ai fait une licence de psychologie à l'université Paris-Cité. Et puis après, j'ai postulé à plein de masters. C'était avant trouver mon master. Et j'ai notamment eu le master PCVDP dont je suis très contente parce qu'elle m'apporte une grille de lecture qui m'est très très utile. En plus, j'ai adoré mon master sans vouloir en faire trop la pub, mais c'est le cas. J'ai notamment eu la chance, et c'est rare dans les masters, de publier 3 articles en collaboration avec le docteur Andrea Soublé, qui est la directrice de master, et d'autres camarades de promo. Donc ça, c'était super. Et aujourd'hui, je suis spécialisée dans le psychotraumatisme et la périnatalité, et j'exerce uniquement en ligne. Et l'année dernière, à ma sortie de diplôme, j'ai aussi exercé en maternité et en orthogénie. Voilà, j'espère que c'était suffisamment clair. Oui, merci beaucoup. Ensuite, on doit avoir deux diplômés normalement qui présentent également leur parcours. Je ne sais pas si elles sont présentes. Philippine et Louise, est-ce que vous êtes sur la visio ou pas encore? Je ne pense pas. Dans ce cas-là, je pense qu'on va commencer la présentation du master et si jamais elles interviennent en cours de route, on fera une petite pause où elles interviendront à la fin de la présentation. Alors, donc bonsoir à tous. Du coup, on va commencer donc cette présentation où on va vous parler un peu plus du coup du master PCV-DP. Alors, pour l'ADN du master, déjà, dans ce master, on étudie principalement les populations qui sont les bébés, les enfants, les ados et les adultes. Donc, si vous êtes intéressé par la population âgée, elle est abordée que très brièvement. Donc, voilà, si c'est votre population de prédilection, c'est pas ce qu'on verra le plus dans ce master.
C'est un master mixte, donc qui est professionnel et de recherche, comme il me semble beaucoup de masters maintenant. Et donc à l'issue du master, vous obtiendrez le titre de psychologue et de psychothérapeute. Vous pourrez exercer donc en structure ou en libéral, et ça peut donner bien sûr un accès au doctorat. Et donc c'est un master qui a un ancrage théorique intégratif, donc qui est pluriréférentiel, et donc on étudie des outils et des méthodes qui sont validées scientifiquement. Ensuite, pour ce qui est des spécificités du master, donc c'est pas un master qui forme uniquement à la prise en charge du trouble de stress post-traumatique, mais on va avoir une approche de la psychopathologie du coup sous le prisme de l'adversité et du psychotrauma pour nous permettre une meilleure prévention et prise en soin. Mais voilà, c'est pas seulement sur le TSPT, puisque le TSPT en plus est une seule forme du psychotraumatisme, mais c'est plutôt on nous enseigne plutôt une manière de voir les choses, une grille de lecture pour pouvoir euh, bah voilà, analyser les psychopathologies en cherchant s'il y a eu de l'adversité ou du psychotrauma. Voilà. La responsable donc du master, c'est la docteure Andrea Soublé. Je crois qu'on a mis son mail à la fin si jamais vous avez Ouais. des questions pour la contacter. Alors, pour les valeurs du master, c'est vrai que Madame Soublé nous en a parlé à la réunion de rentrée et elle a insisté donc sur les valeurs de bienveillance et d'humanité au sein de la promo. Et je pense que c'est ce qu'on cultive entre nous. Après, la curiosité et l'indépendance d'esprit, bien sûr, pour va pouvoir développer son esprit critique, mais aussi aller chercher et se renseigner sur les sujets qui nous plaisent, nous intéressent. De la discipline du travail, forcément, mais bon, je pense que déjà la licence, enfin la L3 et la sélection demandent beaucoup de discipline et de travail, mais c'est quelque chose qui continue du coup en master. Et bien sûr aussi de l'intégrité. En ce qui concerne les promos, du coup, c'est des promos d'environ 17-18. Nous, cette année, en M1, on est 19. Mais Mais c'est nous, c'est parce... une Ouais, exception cette année, ouais. donc C'est ouais. parce qu'il y a eu une année de césure Ouais. et voilà. Et donc, on a souvent des parcours très hétérogènes. Nous, dans notre promo, par exemple, il y a à peu près la moitié des étudiantes qui sont des reconversions. Du coup, c'est vrai que les reconversions sont valorisées parce que vous avez des expériences et vous avez sûrement développé des compétences, des qualités que vous pouvez mettre en lien et qui pourront apporter grandement à votre futur métier de psy. Donc, ça peut être intéressant de mettre en valeur ça dans vos candidatures. Donc voilà, les âges et les projets professionnels sont variés également. Et pour le ratio externe-interne, il est également variable. Cette année, on a une grande majorité à venir enfin, avoir fait notre licence à Nice, mais je crois que c'est variable en fonction des promos. Je ne sais pas si pour les M2, si vous, c'était pareil. Mais Oh ouais, c'est 50-50. Enfin, ouais. ok, bon voilà, donc c'est pas spécialement un critère de sélection. Alors pour l'organisation du master 1 et 2. Alors, je vous fais d'abord une présentation générale et ensuite on fera un peu plus précisément pour chaque année. Donc, les 2 années sont organisées de la même manière, par tranche de 2 mois, on va dire. Donc, il y aura 3 périodes de cours qui sont septembre, octobre, janvier, février et mai et juin, et 2 périodes de stage en novembre, décembre et mars, avril. Donc, pour le master 1, donc en septembre et octobre, il y aura donc, comme je vous l'ai dit, des cours avec un contrôle continu. Donc, il y aura les cours spécifiques au master et les cours transversaux qui sont communs à tous les masters de Nice. En novembre et décembre, donc première période de stage, avec quelques cours transversaux qui peuvent être durant cette période. À ce moment-là, on doit faire 200 heures de stage. Et il y aura également sur cette période les rendus de dossiers. Et il peut y avoir les examens écrits transversaux fin décembre ou début janvier. Ça dépend. Nous, cette année, c'était fin décembre. Voilà. Ensuite, en janvier-février, on reprend les cours. Et mars-avril, du coup, on repart sur encore 200 heures de stage. Donc ça fait 400 heures sur le M1. Il y aura donc les rendus de dossier sur cette période. Et en mai-juin,
Il y aura donc la soutenance de stage, de mémoire et les rendus de dossiers. Puis les vacances pour juillet et août. Et pour le Master 2, donc c'est à peu près la même organisation, si ce n'est qu'il n'y a plus de cours transversaux entre les différents masters, donc ce sera que des cours spécifiques au master. Voilà, donc pareil, septembre-octobre, cours, novembre-décembre, le stage, mais cette fois, ce sera 250 heures par période de stage, avec les rendus de dossier. En janvier-février, toujours cours, mars-avril, la deuxième période de stage. Et pour donc compléter les 500 heures de stage requises pour obtenir le diplôme de psychologue. Et en mai et juin, donc il y aura la soutenance de stage, de mémoire et les rendus de dossier. Alors maintenant, en ce qui concerne la maquette pédagogique du master, là, on vous fournit quelques yeux possibles, mais sachez qu'il peut y avoir des modifications en fonction des années, donc il y a des évolutions possibles. Donc on va voir les différentes psychopathologies, enfants, adultes, périnatalité et parentalité. On a également une UE à part entière sur la psychopathologie post-trauma, mais il y a aussi cette idée de psychopatho post-trauma dans l'intégralité des UE, puisque comme le disait Marie précédemment, on va étudier les différentes psychopathologies sous le prisme du psychotrauma. Ensuite, on va voir les différentes formes de dissociation. Alors ça, il me semble que c'est en Master 2, nous on l'a pas encore vu cette année. Ensuite, on voit également différents outils thérapeutiques scientifiquement validés, pardon, y compris les TCC, le MDR, l'ACT, la thérapie des schémas, la méditation, pleine conscience ou encore l'entretien motivationnel. Ça, encore une fois, pour la plupart, c'est en Master 2, même si dès le M1, on va pouvoir voir certains outils, notamment les TCC des troubles anxieux, par exemple, et on a aussi quelques outils qui nous permettent de partir en stage avec quelques outils, justement. En Master 1, on voit également la psychologie positive. On a également des cours sur la neurobiologie des émotions associées au TSPT. On a également un tout petit peu de pharmacologie, donc c'est vraiment peu, mais ça nous permet quand même d'avoir certaines bases euh, qui vont aussi nous aider dans d'autres cours, parce qu'on a aussi des cours qui sont tenus par des psychiatres qui peuvent parfois faire référence à certaines prises en charge médicamenteuses. Donc ça peut être intéressant d'avoir ces bases en pharmaco, mais vous basez pas là-dessus. Enfin, c'est pas grand-chose. Ensuite, en ce qui concerne la théorie de l'attachement, on l'évoque aussi, on l'évoque un peu dans tous les cours, puisqu'on peut notamment faire le lien entre attachement et psychotrauma, et notamment psychotrauma chez l'enfant. On a aussi des cours de recherche dès le début du M1 et donc du S1 pour commencer à faire notre mémoire dont on parlera un peu plus tard. On a également des cours sur les bilans neuropsychologiques, donc les échelles de Wechsler qui sont données par une neuropsy cette année, où on va voir la WISC, la VICE ou encore la WPPSI. Et ça nous permet justement, quand on sort du master, de savoir utiliser ces outils. Et il y aura aussi la partie pratique, puisqu'on peut se faire passer les échelles entre nous pour un peu se les approprier. Et enfin, on aura des cours sur la prévention, le repérage du psychotrauma, la protection de l'enfance, les urgences et les interventions précoces, et aussi les violences intrafamiliales, mais ça, ce sera un peu dans toutes les UE, et que ce soit en M1 ou en M2. Ensuite, en ce qui concerne les cours transversaux, du coup, ce sera uniquement pendant le Master 1. Donc, c'est des cours qui sont proposés en CM, donc en cours magistral, où on est avec l'ensemble des autres parcours psy à Nice. Donc, il me semble qu'il y a 8 masters. Oui, je crois. Ouais, donc il y a 8 masters approximativement. Au semestre 1, on aura une UE de langue étrangère où on peut choisir soit entre anglais et espagnol. Nous, en tout cas, cette année, c'est le cas. Il y a 2 filles, je crois, de la promo qui ont choisi espagnol. Sinon, on est toutes en anglais. Pour valider l'anglais ce semestre-là, on a le CLES à passer. Donc, c'est une certification en anglais dans laquelle on doit valider le niveau B2. Donc ça peut vous être utile pour plus tard parce que ça vous fait une certification du coup en anglais. Euh, pardon. Ensuite, on aura l'UE base et méthode dans lequel on va voir la matière déontologie et pratique. Donc, on va travailler
sur le code de déontologie des psychologues et on va essayer de le mettre en lien avec différentes problématiques, par exemple, qu'on pourrait rencontrer dans la clinique. On aura également des cours d'entretien et observation. Là, on a des CM et des TD. Et on a également des CM de stats. Ensuite, pour le semestre 2, il y a quelqu'un qui a son micro allumé. C'est Lola. Pour le semestre 2, on a toujours cette UE de langue étrangère. Là, encore une fois, vous pouvez choisir entre l'anglais et l'espagnol. Mais du coup, la langue que vous avez choisie au premier semestre, vous continuez au second semestre. Il y aura encore cette UE base et méthode dans lequel vous aurez examen psychologique où il y a aussi CM et TD et des cours d'épistémologie. Et donc, pour les TD, on est avec un autre master, on est avec le master PCIV. Cette année et les années précédentes, c'était le cas, parce que c'est le master qui ressemble le plus au nôtre, on va dire, en ce qui concerne l'approche, puisque c'est un master qui est également intégratif. Ensuite, pour les objectifs pédagogiques liés au master, il y a une certaine continuité qui est voulue par Madame Soublé entre le master 1 et le master 2, puisqu'elle estime que ce qu'on va pouvoir acquérir en master 1 va nous servir ensuite pour le master 2. Donc, elle attend de nous qu'on ait des connaissances théoriques sur la psychopathologie de manière générale. Donc ça va nous être apporté par les différents cours spécifiques dont j'ai pu vous parler tout à l'heure et également par les dossiers qu'on va pouvoir rendre et faire, puisque ça nous demande pas mal de recherches, notamment sur la psychopathologie. Ensuite, on doit aussi savoir faire des hypothèses diagnostiques et faire un diagnostic différentiel, ainsi qu'intégrer la démarche psychothérapeutique, donc évaluer, traiter, évaluer. Et donc ces deux points-là, on va les acquérir en stage principalement, et notamment au travers de notre rapport de stage, puisqu'on doit réaliser un cas clinique dans lequel du coup vous devez faire des hypothèses diagnostiques et un diagnostic différentiel. Ensuite, pour le master 2, du coup, il faut encore une fois connaître les différentes psychothérapies scientifiquement validées, donc celles dont je vous ai parlé tout à l'heure, comme les TCC par exemple. Donc ça, ce sera encore apporté par les cours spécifiques, donc liés au master, puisqu'il n'y a plus de cours transversaux. Et il faut aussi savoir choisir un protocole adapté au diagnostic et le mettre en place. Donc ça, encore une fois, ce sera apporté par le stage et aussi par le rapport de stage. Enfin, vous allez pouvoir le montrer par le rapport de stage puisque vous devez justifier d'un protocole adapté dans celui-ci. Donc en ce qui concerne les stages du Master 1, c'est des stages d'observation. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Et donc, c'est des stages d'observation. Vous avez 400 heures, comme ce qui a été dit précédemment, réparties sur 2 périodes, donc novembre-décembre et mars-avril, pendant lesquelles vous avez également des rendus de dossier. L'encadrement, c'est principalement par un psychologue, mais il n'y a aucune obligation en ce qui concerne les 3 ans d'expérience. Donc ça, c'est différent par rapport au M2. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de faire attention à cet aspect-là. Mais vous pouvez aussi vous faire encadrer par un psychiatre, un médecin ou un éducateur. Enfin, toute profession où vous pensez qu'il peut y avoir un lien avec la clinique et que ça peut vous apporter quelque chose. Voilà, nous cette année, il y a aussi des filles qui étaient encadrées par une psychologue, mais la psy n'était pas sur la structure. Donc vous verrez aussi en fonction de ce que vous trouvez, très honnêtement. Pour le type de stage, du coup, comme je disais, c'est de l'observation, mais si vous pouvez avoir de l'autonomie, c'est cool, puisque c'est ce qu'on recherche à acquérir à la fin du Master 2. Donc si vous avez déjà un pied dedans, c'est tant mieux, vous serez plus enclin à le faire l'année suivante. En ce qui concerne les lieux, vous pouvez le faire un peu partout, donc CMP, hôpital de jour, association, les CRP, etc. Enfin, peu importe, tout lieu où vous estimez qu'il y a un intérêt clinique, donc que ce soit les crèches ou encore les écoles, ça peut aussi fonctionner. Alors où, sur le diapo, on a écrit n'importe où dans le monde. Je tiens quand même à préciser qu'il faut faire attention parce que comme on l'a dit, il y a des cours transversaux qui peuvent être donnés pendant ces périodes de stage. Et certains cours transversaux, notamment au deuxième semestre, on a les évaluations pendant le TD, donc il faut être présent. Donc voilà, après, c'est que quelques heures normalement, donc en fonction d'où vous êtes, vous pouvez vous organiser. Mais voilà, je tiens à le préciser. Et aussi, en décembre, faites attention parce que la période de partiel peut commencer dès fin décembre, ce qui peut rentrer dans notre période de stage. Donc pareil, quand vous choisissez un stage, s'il est plus ou moins loin,
à faire attention à cette période de partiel. Donc les objectifs du coup de ce stage de Master 1, c'est surtout d'avoir un contact ou un premier contact pour certains avec la population clinique, de savoir faire des hypothèses diagnostiques, de conceptualiser un cas et surtout de découvrir un milieu institutionnel. Donc ce que Madame Soublé conseille, c'est de faire le stage dans deux structures différentes entre le premier et le deuxième semestre. Comme ça vous permet d'avoir davantage d'outils et d'observer plus de choses. Pendant les stages, on est aussi supervisé. Donc, on a 4 fois 4 heures de supervision. Donc, on a 8 heures au total sur chaque période de stage avec Madame Soublé, pendant laquelle, du coup, on va échanger sur un cas clinique où on va essayer de faire la conceptualisation de cas, justement, ce qui nous aide pour le rapport de stage. Pendant ça, elle peut aussi nous donner des pistes. On peut réfléchir aussi au diagnostic différentiel. Donc voilà, c'est quand même intéressant d'avoir ces supervisions-là. Et aussi, avec la FPR, c'est également possible quand vous êtes adhérent de faire des intervisions. Donc ça, c'est entre nous, donc sans Madame Soublé, et en plus petit comité. Donc ça peut être aussi intéressant si on veut discuter de certaines difficultés qu'on rencontre en stage, etc. Du coup, on a un rapport de stage à rendre pour chaque période de stage, donc 2 rapports dans l'année, et on a une soutenance de stage où on doit présenter le cas clinique, mais ça, c'est une seule soutenance, donc sur un seul des 2 stages en fin d'année. Pour les stages du Master 2, c'est à peu près la même chose, sauf que cette fois-ci, ce sont des stages qui se veulent professionnalisants, dans lesquels, du coup, vous devez acquérir de l'autonomie. Vous avez 500 heures de stage à faire et du coup, là, ils seront vraiment intransigeants sur les 500 heures de stage à faire, puisque c'est les 500 heures minimum, en fait, pour accéder au titre de psychologue. Encore une fois, c'est les deux mêmes périodes de stage, donc novembre-décembre et mars-avril, répartis en 250-250, où vous avez également les rendus de dossiers qui sont accompagnés de ces périodes de stage. J'attire aussi votre attention cette fois-ci sur le fait que l'encadrement, il doit être avec un psychologue qui a 3 ans d'expérience cette fois-ci. Donc faites attention quand vous faites vos demandes à vérifier que le psychologue ait ces années d'expérience. Pour les lieux, c'est la même chose que l'année précédente. Vous pouvez encore le faire peu importe où vous voulez, CMP, hôpital de jour, CRP, etc. Et cette fois-ci, vous pouvez bien le faire partout dans le monde où vous souhaitez, puisqu'il n'y a plus de cours transversaux, donc il n'y a pas de risque que certains cours soient pendant cette période de stage. L'objectif de ce stage, c'est d'acquérir certaines compétences comme mener un entretien clinique, réaliser une anamnèse, mettre en place une alliance thérapeutique, faire des hypothèses diagnostiques, faire le bon choix du projet de soins. On peut aussi faire une formation flash aux équipes et on doit aussi évaluer notre pratique. Bon, après, les compétences, elles peuvent aussi varier en fonction de votre structure de stage, de ce qui est possible à mettre en place, etc. Mais voilà, il y a encore des supervisions qui sont mises en place. Donc cette fois-ci, c'est 3 fois 3 heures. Il y a encore des rapports de stage, donc 2 rapports, donc un pour chaque stage, dans lesquels vous devez faire la présentation d'un cas clinique, mais de A à Z cette fois-ci. Donc dans lequel vous allez devoir expliquer le protocole que vous avez mis en place, le projet de soins et expliquer pourquoi. Voilà pour les stages. Maintenant, en ce qui concerne les professionnels qui interviennent dans le master, on a pas mal de professionnels différents qui interviennent et qui ont des profils professionnels différents du coup. On aura des enseignants-chercheurs, des psychologues cliniciens, cliniciennes, des psychiatres ou encore des neurobiologistes. Et ils ont quasiment tous un pied dans la clinique. En tout cas, nous, pour le M1, pour l'instant, ils ont Oui. tous un pied, je pense. À part pour les cours transversaux, peut-être, il y a un ou deux profs qui n'ont pas de pied dans la clinique actuellement. Mais pour les cours spécifiques, en tout cas, ils ont tous un pied dans la clinique. Et donc ça, c'est aussi super avantageux parce que ça vous permet d'avoir une diversité des perspectives, notamment en ce qui concerne les populations, que ce soit du coup sur des populations enfants, ados, adultes, ou encore sur différentes pathologies, ce qui permet aussi de faire des applications pratiques des connaissances théoriques et aussi un enrichissement de l'apprentissage associé à un lien avec la clinique. Ça nous permet aussi d'avoir une formation plus complète, puisqu'ils peuvent aussi nous apporter différents cas cliniques et nous faire aussi des petites mises en situation où nous-mêmes, on doit faire des jeux de rôle en interprétant en quelque sorte différentes populations. Et aussi, ça nous permet d'avoir des réseaux professionnels qui vont être beaucoup plus étendus que si on avait uniquement, entre guillemets, des psychologues dans notre réseau.
Maintenant, en ce qui concerne les partiels, du coup, comme je vous le disais, on a un rapport de stage par semestre et un mémoire de recherche par an. Donc en master 1, ce sera une revue systématique dans laquelle on va revenir bientôt. Et en master 2, du coup, ce sera une revue empirique. Donc ça, c'est pareil, master 1 et master 2 au niveau des rapports de stage. Par contre, pour les examens écrits, il y en a très peu. Ce sera surtout pour les cours transversaux, du coup, qui peuvent être en décembre ou en janvier. Et pour les cours spécifiques, on a eu un seul, c'était que Oui, neurobio. oui. Donc on a eu un seul cours spécifique qui a été évalué par un examen écrit qui s'est déroulé en janvier. Et sinon, on a principalement un contrôle continu avec des dossiers et des oraux. Et le but des profs, c'est vraiment pas de nous piéger. Enfin, c'est vraiment qu'on puisse faire des recherches de nous-mêmes, d'apprendre de nous-mêmes et d'aller plus loin. On peut même parfois regarder les modalités d'examen avec le prof. Donc c'est vraiment pour nous aider et pour qu'on en apprenne plus sans que ce soit juste de la restitution de connaissances en fait. Maintenant, en ce qui concerne les mémoires de recherche, donc il y en a bien un à rendre par année. En master 1, comme je vous le disais, c'est une revue systématique et en master 2, c'est une étude empirique de préférence. Potentiellement, on peut aussi refaire une revue systématique, mais ça doit être justifié et c'est pas ce qui est préféré. Il n'y a aucun thème qui sont imposés pour ces différents mémoires. C'est à nous de trouver principalement les sujets de notre mémoire, mais si on n'a pas d'idée, les thèmes ils peuvent aussi être proposés par Madame Soublet, par exemple, ou par d'autres profs. Si on leur pose la question, on peut aussi avoir des petites pistes de recherche. Donc du coup, le but de la revue systématique, on vous a mis les deux définitions pour ceux qui ne connaissent pas, mais vous allez bientôt connaître du coup. Pour la revue systématique, du coup, le but, c'est de suivre une méthodologie bien spécifique. Donc on appelle ça la méthodologie Prisma, dans laquelle vous allez devoir répondre à une question de recherche en vous appuyant sur un maximum d'articles qui existent déjà pour répondre à cette question. En revanche, ce qui peut être un peu compliqué, c'est que pour cette revue, vous devez proposer une thématique qui n'existe pas encore dans la littérature. Donc ça vous demande pas mal de recherche, puisque bah, si ça existe, il faut modifier le sujet, modifier un petit peu la population, etc. Mais bon, vous verrez ça l'année prochaine. Et pour l'étude empirique, du coup, c'est une méthode de recherche qui s'appuie sur l'observation et l'expérience. Donc ça peut être la mise en place de protocoles, par exemple, ou de questionnaires en ligne. Pour certains, le stage, ça peut aussi aider pour mettre en place le protocole. Donc ça, ce sera en fonction de votre sujet de recherche, en fonction de ce qui est possible, etc. Mais voilà, les M2, si jamais vous avez quelque chose à rajouter sur les études empiriques, n'hésitez pas, parce que ce n'est pas encore mon cas. Mais C'était très bien, je crois. Enfin, personnellement, j'ai rien à ajouter. ok, parfait. Alors du coup, pour le mémoire de recherche avant la sélection, il n'y a aucune obligation de présenter un projet de recherche pour la sélection. Nous, dans notre promo, pour la plupart, on l'a quand même fait. On était plus de 14 à avoir présenté un projet de recherche. Certaines ne l'ont pas fait, mais elles avaient quand même évoqué certains thèmes cliniques qui les intéressaient dans leur lettre de motivation. Donc je pense que ça peut être un plus pour le dossier, pour que Madame Soublet voit si vos centres d'intérêt sont en cohérence aussi avec ce qu'on voit dans le master, avec ce qui est possible et avec ce qui est en train d'être étudié actuellement. Sinon, pendant le master, comme je vous le disais, du coup, c'est important de commencer à travailler sur, que ce soit sur la revue systématique ou sur l'étude empirique dès le début de l'année, puisque c'est quand même une charge de travail assez importante et on est amené à être en autonomie, puisque Madame Soublet, c'est notre référente pour les M1 et pour les M2, donc elle a quand même pas mal d'étudiants à charge. Donc on attend de vous que vous soyez assez rigoureux aussi dans vos recherches et dans l'avancement de votre mémoire, même s'il y a certains échanges par mail qui peuvent être faits et on peut aussi prendre des rendez-vous avec elle en visio. Voilà, et les deux points suivants, je vous les ai déjà précisés tout à l'heure, donc comme quoi les profs peuvent vous proposer des thèmes de recherche, notamment en début d'année, Madame Soublet, cette année, nous avait envoyé une liste de 10 sujets approximativement, et donc c'est des thématiques, et après c'est à vous d'élaborer un sujet en lien avec cette thématique. Et on a des cours pour l'apprentissage de la construction de la revue, donc dès le semestre 1, ce qui vous permet de commencer le plus tôt possible. Et c'est des cours dans lesquels votre prise de notes, elle va être assez importante parce qu'on nous donne des outils, des conseils, des sites sur lesquels aller pour ensuite pouvoir faire notre mémoire. Voilà.
Alors maintenant, on va passer à la sélection, ce qui, je pense, vous intéresse beaucoup. Donc, comme pour toute sélection master, plus il y a de candidats, plus il y a d'exigences. Donc, on vous a noté quelques éléments qui peuvent jouer un rôle dans la sélection, même si, bien évidemment, on n'a pas les critères enfin, que Madame Soublé et les professeurs qui font la sélection vont utiliser, mais c'est ce qu'on pense qui pourrait jouer dans votre sélection. Donc déjà, les notes de toute la licence de psychologie. Euh, il me semble qu'ils regardent beaucoup aussi les notes de la L3, du Ouais. L5. Enfin, je crois que c'est beaucoup demandé dans les candidatures. Ensuite, savoir bien sûr démontrer la cohérence de son projet professionnel, de pouvoir le mettre en lien avec le master, en lien avec vos expériences, voilà, essayer de faire du lien. De savoir démontrer votre connaissance sur le psychotraumatisme et les psychothérapies validées scientifiquement, puisque c'est quand même au cœur du master. Donc, bon, voilà, il faut vous montrer que ça vous plaît, que vous voulez exercer avec ça. Savoir bien sûr démontrer votre motivation pour rentrer dans le master et savoir mettre en valeur vos expériences de stage, d'emploi ou de bénévolat, puisque bah, tous les parcours sont intéressants et peuvent être mis en lien. Je suis sûre que vous pouvez tirer voilà, comme je vous avais dit tout à l'heure, des compétences que vous avez pu développer et qui peuvent être mises en lien avec votre future pratique. Et donc savoir faire de son parcours une force et démontrer sa motivation et sa détermination. Alors ensuite, donc, il y a un oral de sélection pour ce master. La durée totale de l'entretien, elle est environ une dizaine de minutes. Moi, je pense que ça a Moi. duré moins. Je pense que ça a dû durer, ouais, 6-7 minutes, ouais. ouais, pas plus. C'est vraiment un entretien très très court. Alors, on vous laisse au début 1 à 2 minutes pour vous présenter, rappeler en fait votre dossier. Donc, je dirais que c'est un mix de votre lettre de motivation et de votre CV en 1 à 2 minutes. euh, et pour montrer voilà, votre motivation. Puis après, vous avez donc quelques questions théoriques qui sont principalement autour pardon, du psychotraumatisme et bah, des thématiques abordées dans le master. Et enfin, les questions varient en fonction des années et du jury. Voilà. Alors, on vous a mis quelques conseils de lecture pour vous préparer à l'entretien. Voilà, après, c'est une liste non exhaustive, donc ça peut être intéressant si voilà, si vous voulez même vous renseigner sur certains auteurs. Il y a les Euh, livres de Jérôme Palazzolo qui oui, sont pas inscrits et on vous le mettra dans le chat si vous voulez. Mais Jérôme Palazzolo, du coup, c'est un psychiatre qu'on a aussi en cours qui fait des livres qui sont assez abordables et qui traitent du coup de thématiques que nous on voit dans le master, donc qui peuvent être aussi oui, intéressantes. Ouais. effectivement. Voilà, donc voilà pour la liste. Après, on vous conseille également de lire donc, de la littérature scientifique pour vous préparer donc, à cet oral sur les sujets qui peuvent vous intéresser, qui peuvent être mis en lien avec ce que vous avez vu en stage, en cours et avec le master forcément. Donc on vous recommande forcément d'utiliser des bases de données scientifiques comme Science Direct, PubMed, Scopus, ProQuest et Google Scholar qui est le moins scientifique de tous. Normalement, si vous êtes étudiant, vous devriez enfin, avoir avec votre université, mais vous devriez peut-être avoir accès à certaines de ces bases de données. Donc voilà, on vous conseille de lire des articles sur le trauma et sur les sujets qui vous plaisent pour vous préparer à cet oral. Donc, si vous avez d'autres questions, on a créé un Google Doc. Donc, le lien est ici et je vais le remettre dès que j'aurai fini de parler dans le chat. Ce Google Doc, il vous permet de pouvoir poser vos questions après cette présentation ou si jamais il y en a d'autres qui vous viennent et que vous n'avez pas eu le temps de les poser ce soir. Comme ça, on pourra vous répondre. C'est des étudiants ou anciens étudiants qui vont vous répondre le plus rapidement possible et comme ça, tout le monde pourra accéder à vos questions et aux réponses. Ensuite, si vous avez une question très spécifique, vous pouvez contacter Madame Soublé, donc à l'adresse mail que vous pouvez voir ici. Après, voilà, le délai de réponse peut être un petit peu long. Voilà, donc si vous voulez aussi également poser votre question sur Google Doc, n'hésitez pas. Voilà, après, donc vous pouvez nous suivre sur les réseaux pour voir l'actualité de nos prochains webinaires. Vous pouvez également nous écrire à notre adresse mail que vous voyez ici. Je vais également mettre les liens dans le chat dans quelques minutes. Vous pouvez également devenir membre.
pour nous aider. Chaque contribution compte et puis ça nous permettra de vous prévoir des beaux webinaires. Je crois que je vais vous présenter les prochains qui arrivent. Et pour les personnes qui sont déjà adhérentes et qui sont sur le, la présentation, bah, on vous remercie pour votre soutien. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés pour cette présentation. Et pour donc, les prochains événements proposés par la FPR, le 16 février, vous aurez donc un webinaire sur les victimes de violences conjugales, prostitution et psychotraumatisme présenté par Fanny Sanchez et Dominique Montefoy. Et le 16 mars, un webinaire sur la thérapie des schémas présenté par Nathalie Boisselier, donc psychologue clinicienne et psychothérapeute, docteur en psychologie. Donc, vous pouvez retrouver les liens d'inscription sur nos réseaux sociaux. Il me semble que vous pouvez déjà vous inscrire pour le webinaire du 16 février. Voilà, si ça peut vous intéresser pour cette sélection. Alors maintenant, on va faire un petit tour des étudiants pour enfin les M1 et les M2 et même les diplômés s'ils sont arrivés, pour qu'on puisse présenter un petit peu nos parcours. Et voilà. Est-ce que tu veux commencer? Ouais. Alors du coup, bah, rebonjour. Moi, Juliette, j'ai fait ma licence du coup à Lille, où en L1, j'avais 14,5 de moyenne. En L2, j'avais 16,5 et en L3, j'avais 17. Dans mon dossier, j'ai aussi mis en avant que j'avais fait un échange universitaire au Canada et j'ai aussi mis en avant les cours que j'avais pu avoir là-bas. Voilà. Ensuite, pour mon dossier, j'ai aussi parlé de mon TER que j'ai fait l'année dernière. C'était un TER qui était sur recherche et pratique, puisque c'était un TER sur l'hypnose. Donc, j'ai montré en fait que j'avais pu assister à des séances d'hypnose. J'ai aussi pu mettre en lien ce TER avec mon projet pro, faire le lien avec un potentiel projet de recherche que je n'ai pas fait d'ailleurs cette année. Donc, d'ailleurs, le projet de recherche que vous proposez pendant la sélection, ça n'a aucun impact sur le projet de recherche, enfin, ou la recherche que vous ferez en Master 1, donc y a pas de souci là-dessus. Dans mon dossier, j'avais également mis en avant toutes mes expériences professionnelles, le bénévolat que j'avais pu faire, et j'avais aussi fait 100 heures de stage, il me semble, dans deux CMP différents, avec population enfant et population adulte. Et j'avais aussi parlé de mon projet professionnel où je montrais que je voulais travailler avec les enfants principalement. Et après, je pense que c'est tout pour moi. Ouais. Et du coup, si vous avez des questions plus spécifiques, n'hésitez pas à me contacter aussi, c'est possible. Enfin, sur Messenger ou quoi que ce soit, vous me trouverez. Voilà. Marie, je te laisse parler. Alors moi j'ai fait donc ma licence à Nice. J'ai passé, enfin je suis allée en licence directement après le bac. En ce qui concerne mes notes, j'ai pas précisément le détail de chaque année, mais il me semble que j'avais entre 14 et 14,5 sur la L1 et L2, et sur la L3 j'avais 15,5. J'ai fait 3 stages au cours de la licence. Du coup, j'en ai fait un en L1 en école élémentaire et maternelle avec une psychologue, un en PJJ et un en EHPAD. Donc j'avais à peu près 180 heures de stage. Ensuite, pour mon dossier, alors j'avais mis donc mon rapport de stage, mes deux TER. J'avais fait le TER rattaché à ce master et le TER rattaché au master PCIV, donc psychologie clinique Je sais pas. intégrative, Vieillissement et. intégrative du vieillissement. Voilà. Ensuite, j'avais mis également, j'avais fait des formations, donc j'ai fait la PSSM, c'est les premiers secours en santé mentale. Il me semble que c'était, enfin moi, c'était dispensé par l'université. Donc je ne l'ai pas payée, mais il me semble qu'elle est payante, cette formation, sinon. Donc peut-être à vous renseigner si votre université le propose. Ensuite, j'avais fait des formations pour les personnes qui sont sur Nice au Centre Innovation Santé Mentale. J'avais fait un MOOC aussi. Donc sur FunMOOC, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez trouver des formations qui peuvent être intéressantes. Donc à mettre en lien avec votre projet pro ou juste voilà, ce que vos centres d'intérêt. Et moi, j'avais également mis un projet de recherche en lien du coup avec mon projet pro. Voilà, donc j'aimerais bien exercer dans la protection de l'enfance ou je suis intéressée aussi par la périnatalité et la parentalité. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'avais fait des petites notes.
Non, je crois que c'est tout. Et du coup, d'ailleurs, je reviens sur ce qu'a dit Marie. En ce qui concerne les pièces que vous pouvez mettre en plus, n'hésitez pas s'il y a des choses que vous trouvez pertinentes Mm. à les rajouter. L'année dernière, on avait un petit onglet pièces supplémentaires ou quelque chose comme ça. Je pense que cette année, ça doit encore être le cas. Donc, effectivement, si vous avez pu suivre certaines formations, par exemple, ou webinaires ou quoi que ce soit, et que vous avez des attestations, n'hésitez pas aussi à le mettre. Ça peut montrer votre intérêt pour la clinique, montrer que vous avez quand même déjà des Mm. connaissances. Donc, tout ce que vous semblez, enfin, tout ce que vous jugez utile, je pense que ça peut être pertinent. Et la sélection, elle est tellement dure Mm. que il y aura jamais de pièces en trop. Mm. Si quelque chose peut appuyer votre dossier, n'hésitez pas à le mettre et ce sera toujours utile. Ouais. Voilà. Et pareil que Juliette, si vous voulez me contacter, voilà, vous me trouverez, c'est Marie Serré sur LinkedIn ou je ne sais sur quoi. Voilà. Oumnia, on te laisse la parole. Bonsoir tout le monde. Du coup, je suis en M1 aussi avec Juliette et Marie. Alors moi, j'avais fait ma licence à Bordeaux. J'avais rien fait avant la licence. J'avais directement commencé par la psycho. Par rapport aux notes, j'avais eu 16 en L1, 16 en L2, 16 en L3. Et par rapport au stage, j'avais fait 100 heures de stage en service psychiatrique en L3 et 10 heures ou bien 50 heures en PMI en L2. J'avais également mis un projet de TER comme ici. Il portait sur le TSPTC et la croissance post-traumatique. Mais comme Juliette a dit, je travaille pas du tout sur ça pour mon mémoire de L1. Après, à Bordeaux, en L3, on avait fait un TE et non pas un TER. Enfin, c'est un travail d'étude. On passe pas vraiment à l'application et à la partie où il faut recruter les participants et tout. Mais je l'avais fait sur l'association entre l'activation contextuelle du soi et la régulation émotionnelle dans le trouble borderline, en comparaison avec la population générale. Il y a quoi d'autre à dire? Enfin, j'avais fait la formation PSSM sur, oui, c'était PSSM sur les premiers secours en santé mentale. Et j'avais aussi fait deux formations proposées par l'hôpital Charles Perrin, c'est l'hôpital psychiatrique à Bordeaux. Quoi d'autre? J'avais mis euh, enfin, j'avais parlé dans mon lettre de motivation ou bien dans mon projet pro que ce qui m'intéressait, c'était l'approche intégrative et que je voulais faire de la clinique, mais de la recherche également. Et que je voulais travailler avec les adultes, enfin, les populations vulnérables. Je pense que j'ai tout dit et bah, comme les filles, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à nous contacter. Et je vous souhaite du bon courage. C'est une période qui n'est pas facile, donc je vous souhaite tout mon courage. Merci les filles. Peut-être Louise, si tu es là, si tu veux prendre la parole. Bon, est-ce que, en attendant, du coup là c'est à nous les M2, je peux commencer en vrai, si ça vous va. Du coup, j'étais en licence de psychologie à Toulouse, à Jean Jaurès. J'avais comme spécialité psychologie clinique de la santé et neuropsycho. J'avais pris anglais comme option en L1 en L2 et en L3. Et j'avais tourné mes sujets de recherche autour du psychotraumatisme, de la revictimisation, etc. Mes notes de licence, j'ai la moyenne générale, c'était 16, mais ça pouvait aller de 14 à 17, mes moyennes. Et mon projet professionnel, c'était de travailler en protection de l'enfance. Donc ça a évolué avec mes stages, mais au moment où j'ai du coup candidaté, c'était principalement ça. Donc j'avais tourné toutes mes expériences et enfin mon parcours quoi autour de ça. Et du coup, comme expérience que j'avais pu faire, donc j'avais eu un stage seulement de 75 heures en centre d'accueil médico-social, bref, en CAMS avec des enfants. J'avais pu voir des bilans psychologiques, etc. Et j'avais fait de l'animation avec des enfants de 3 à 11 ans.
J'avais fait des séjours adaptés avec des personnes qui avaient un handicap mental et j'avais également fait du bénévolat à Nightline. Voilà. Après, j'avais mis en avant aussi ma participation aux conférences et aux webinaires que j'avais assistés et j'avais aussi mis en avant mes lectures. Et j'avais fait un projet de recherche sur la flexibilité psychologique et les symptômes du stress post-traumatique et le lien avec les expériences adverses dans l'enfance. Voilà globalement ce que j'avais fait. Et bon courage pour cette période. Bon, du coup, je vais présenter mon parcours. Donc moi, je venais de Paris-Cité, mais de Paris Diderot, donc qui était plutôt axé orientation psychanalytique. Je sais qu'il y a eu quelques questions dans le chat par rapport à ça. Donc s'il y en a qui viennent d'une licence qui est psychanalytique, mais qui veulent s'orienter vers une approche intégrative, sachez que ça ne pose pas de problème en soi, tant que vous marquez et que vous expliquez votre intérêt pour l'approche intégrative et les approches evidence-based. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Du coup, par rapport aux notes pendant ma licence, c'était environ 15,5, 16 de moyenne. J'avais réalisé un stage en L3 de 300 heures dans un service de psychiatrie et d'addictologie adulte. J'avais également réalisé du bénévolat à la Maison Perchée, donc c'est une association de père et de danse. Et j'avais mis en avant les webinaires et les formations en ligne auxquelles j'avais participé. Quoi d'autre? Bah, pareil, comme Amandine, hein, mes lectures, j'avais beaucoup parlé de mes lectures et de mes centres d'intérêt spécifiquement. Pour ma part, c'était le lien entre attachement, trauma dans l'enfance et dissociation. Mon projet professionnel, c'était surtout, et c'est toujours en tout cas, centré sur la prise en charge des victimes de violences sexuelles. Et je souhaite réaliser également une thèse l'année prochaine et c'est ce que j'avais beaucoup mis en avant aussi dans ma lettre de motivation en tant que projet professionnel. Je sais pas si j'ai tout dit, mais voilà. Du coup, je peux continuer si vous voulez. Donc, du coup, moi, j'ai fait pareil, un parcours assez linéaire, on va dire. Donc, bac directement en licence et après la licence directement en master. J'ai fait ma licence à Nice. Donc, j'avais 14,5 en L1, L2 et environ 15,5 en L3. En L3, j'avais fait un stage de 80 heures avec une psychologue en libéral qui accompagnait des enfants et des adolescents qui présentaient un trouble du spectre autistique. Donc j'avais mis mon rapport de stage dans les écrits, j'avais mis aussi mon TER de L3 donc, qui était sur le trauma et la justice restaurative. Et j'avais mis aussi mon dossier de licence 2 qui portait sur le travail de Piaget. En L3, j'avais fait aussi du bénévolat donc, dans l'association Les Papillons et j'avais fait la formation PSSM pour les jeunes. Donc pareil, moi, c'était le centre de santé qui offrait la formation. Et après, quoi dire de plus? Oui, j'avais candidaté qu'à ce master-là parce que je me suis focalisée sur celui-là parce que c'était celui qui m'intéressait le plus et du coup, j'avais fait un petit peu, pris le risque de faire qu'une seule candidature. Voilà. Et pareil, vous pouvez me contacter si vous voulez avec mon nom, prénom, vous devrez me trouver aussi. Et bon courage pour la période un peu compliquée. Je reviens juste rapidement aussi sur ce qui a été dit par un peu tout le monde. Quand vous parlez de lecture, quand vous parlez de votre TE, TER ou quoi que ce soit des années précédentes, soyez aussi consciente que vous pouvez avoir des questions assez pointilleuses sur ces différents sujets. Donc, c'est des choses que vous devez maîtriser. Ne mettez pas différentes lectures, par exemple celles qu'on vous a proposées pour mettre des lectures. Il faut vraiment que ce soit des choses que vous connaissiez. Parce que si on vous pose des questions là-dessus et que vous ne savez pas répondre, ça ne va pas vous aider au final. Donc vraiment, dans votre candidature, le but, c'est que ce soit cohérent et que ce soit cohérent avec vous-même, avec ce que vous connaissez et ce que vous avez appris. Voilà, voilà. Comment je fais pour éteindre le Mais est-ce micro? qu'il Je y a... n'arrive pas. Peut-être qu'il y a des diplômés qui sont là ou encore des M2? Il y a Ouais.
Pour M2. Ah, pardon. Ok. Est-ce qu'on... J'ai baissé mon micro. Ok. Alors, du coup, moi, j'ai fait ma licence à la fac de Grenoble. J'avais pris les spé de psy clinique ou de psy social. Après, les TER que j'avais fait n'avaient absolument rien à voir avec le master. C'était des trucs de satisfaction de vie et de rien à voir. Pour mes notes, j'avais 12 à peu près en L3. En L2, j'étais même à 10, si ça peut en rassurer 1000. Vous inquiétez pas. Première fois que j'ai fait mon master, j'ai été prise nulle part. Ça, pareil, pas de stress, ça arrive. On peut être pris la prochaine fois. Euh, du coup, bah, pendant mon année où je n'avais rien, j'ai fait pas mal de stages. J'ai assisté à pas mal de webinaires. Positive Minders, si jamais ça peut aider. Et en gros, au moment de postuler du coup à Nice, j'avais 520 heures de stage. Donc je pense que dans mon cas, c'est vraiment ça qui a beaucoup joué. J'avais eu des stages en psychiatrie, si jamais. Euh, voilà, mais en soi, si vous les faites ailleurs, ce sera très bien aussi. Pour les webinaires, il y a aussi Coréade qui est bien, qui parle du coup de trauma, d'attachement. Ça va vachement plaire à Madame Soublé, si jamais. Aussi les webinaires du CRP, tout ça, n'hésitez pas. Voilà. Et aussi, je voulais revenir sur des trucs qui ont été dits au début. Pour les périodes de stage, on est plusieurs à avoir eu des difficultés à trouver des stages à temps pour les périodes. Ça, vous inquiétez pas du tout non plus. Par exemple, moi en M1, j'ai fini mes heures de stage en juin, après la fin des cours, et ça n'a pas posé de problème. En fait, le but, c'est de finir les heures avant la rentrée prochaine. Pareil, là, en M2, c'était très compliqué de trouver un stage, et du coup, bah, actuellement, je suis en stage en dehors des périodes prévues, voilà, parce qu'on a quand même des trous et des jours où on n'a pas cours. Et il faut savoir aussi que à la fin du M2, si jamais on n'a pas fini nos heures de stage, on a encore un an pour les terminer. Donc pareil, pas de stress, par pitié. Et les soutenances aussi de stage se font en visio, généralement pendant les périodes de stage. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je sais pas s'il y a des questions, mais voilà. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre qui doit se présenter ou je peux arrêter le partage d'écran et on passe aux questions? Moi, je suis là. Vous Ah, m'entendez? parfait, Louise. Bonsoir, du coup, désolée. Donc, je fais partie des plus diplômées, donc j'aurais dû me présenter avant la présentation, mais j'étais pas encore des vôtres. Donc, je me présente du coup. Je suis donc Louise Crozier. J'ai fait partie de la promo 2022-2024. Donc, j'ai été diplômée non pas l'année dernière, mais l'année d'avant. Du coup, j'ai un parcours à peu près classique, c'est-à-dire que après la licence, non, après le bac, pardon, je suis allée en licence à Nice, du coup. Et suite à la licence, donc j'ai candidaté pour différents masters. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de masters pour le coup. C'était l'ancienne plateforme à l'époque, on va dire. C'était il n'y a pas si longtemps, mais voilà. Et donc, du coup, j'ai été prise dans ce master-là suite à une liste d'attente. Sachez que j'ai quand même été dernière de la liste d'attente à être prise. Donc, ayez toujours espoir. En sachant que chaque année, je crois que la liste d'attente va plus ou moins loin. En fait, enfin, on ne peut pas vous donner en avance jusqu'à où la liste d'attente va. Parce que du coup, ça dépend de, en fait, ceux qui ont été acceptés directement, est-ce qu'ils acceptent ou pas du coup, ou est-ce qu'ils vont vers un autre master? Moi, pour le coup, apparemment, il y a eu beaucoup de refus cette année-là, parce que j'étais septième sur liste d'attente, et du coup, ça allait jusqu'à la septième place.
Pour dire un peu, du coup, parce que j'ai vu que les filles détaillaient pas mal par rapport à leur lettre de motivation, candidature et tout ça. Donc pendant ma licence, j'ai eu une moyenne qui allait entre 13 et 15 à peu près sur les 3 ans. Je me rappelle pas exactement à quelle année j'avais combien, mais pour vous donner à peu près un ordre d'idée. J'avais fait 80 heures de stage uniquement sur la L3 parce que à Nice, du coup, en licence, c'était obligatoire en L3, 80 heures pour passer l'année pour valider l'année. Donc, c'est ce que j'avais fait. J'avais fait différents stages qui n'avaient pas spécialement de rapport d'ailleurs avec le psychotrauma. Enfin, c'est très compliqué, comme vous savez, de trouver des stages. Donc j'allais un peu là où c'était possible d'aller. Donc, j'avais fait un stage en EHPAD. C'était mon plus gros stage. Et pour le coup, la population des personnes âgées, c'est pas une population qui est prise en charge, en tout cas qui est dans le programme du master. Et j'avais fait un stage avec une infirmière libérale, vous voyez, donc pas du tout avec une psychologue, et quelques jours en crèche. Donc au final, ça pouvait être mal parti comme ça, mais du coup finalement ça a été. Après il y a eu effectivement, vous pouvez mettre en avant si vous avez du bénévolat. Moi c'est ce que j'ai fait. J'étais bénévole au sein d'une association qui rendait visite à des personnes âgées en L3 et c'est ce que j'ai mis en avant. Je n'avais pas fait de projet de recherche personnellement. J'avais même pas évoqué dans ma lettre de motivation comme ont pu faire les filles, c'est-à-dire évoquer des sujets éventuellement que vous auriez envie d'approfondir dans le master. J'avais plutôt moi, fait un sorte de projection dans l'avenir, c'est-à-dire que quand je serai diplômée, à court terme, j'aimerais travailler dans telle structure, à moyen terme, j'aimerais me former enfin voilà, c'était plutôt une projection en fait sur le après et sur qu'est-ce que j'aimerais faire à la suite du master. Euh, et ensuite, bah, je crois que c'est à peu près tout, effectivement. Et à l'heure actuelle, du coup, pour vous dire, je travaille donc en CMP, en centre médico-psychologique, qui font du coup partie des structures qui sont conseillées. Enfin, comme vous ont présenté les filles, il y a toutes les structures en soi. Vous pouvez effectuer votre stage. Et je travaille du coup avec la population enfants-adolescents. Et c'était la population que j'avais mis dans ma lettre de motivation à l'époque parce que c'était celle avec laquelle je voulais déjà travailler. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions pour qu'on puisse y répondre et surtout à bien utiliser le document qu'on a mis en place il y a 2 ans et où vous avez justement en plus l'historique des réponses et des questions des dernières années, en sachant qu'après, selon les années, il y a peut-être des réponses qui se modifient ou oui, qui se réarrangent et qui se réadaptent peut-être selon les années. Mais en tout cas, n'hésitez pas à profiter de ce document. Voilà. Et bon courage pour cette période. Je sais qu'elle est compliquée. Bonne continuation et j'espère que ça va bien se passer pour vous la sélection, en sachant que si c'est pas ce master, il y en aura un autre certainement. Et il y en a beaucoup qui sont de très bonne qualité aussi. Voilà. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup à tout le monde. Du coup, je pense que je vais arrêter le partage d'écran, pardon, et qu'on va pouvoir passer aux questions. Si certains veulent poser leurs questions à l'oral, n'hésitez pas. Et sinon, on répondra aux questions qu'il y a eu dans le chat au fur et à mesure. Ah, bah, je vois qu'il y a une main levée, donc j'arrête le partage et je reviens tout de suite. Alors, Lila, vas-y. Oui, bonjour. J'avais des questions enfin j'ai plusieurs questions. Déjà sur la structure du projet de recherche, parce qu'on a vraiment peu d'infos là-dessus. Quelle longueur, quel contenu, à quel point on doit pousser nos recherches, ou ça doit être un peu brouillon pour montrer qu'on sait ce qu'on veut. Enfin, est-ce que vous avez des informations là-dessus? Moi, l'année dernière, personnellement, il me semble que j'avais fait 2 ou 3 pages de projet de recherche, mais ça dépendait de la fac. Des fois, Mhm. c'était précisé. Là, pour Nice, effectivement, si rien n'est précisé, je pense qu'il faut quand même faire un projet de recherche assez succinct parce qu'il y a plus de 1800 candidatures, donc enfin, les projets à lire, ça peut quand même être assez long. J'ai oublié la suite de la question. Comment il était? Moi, une seule page, voilà, je vois que ça fait deux, trois, mais moi j'en ai fait qu'une seule. Et après, au Ouais. niveau de la structure,
Je Moi, peux j'avais regarder. présenté mon sujet. Ensuite, je crois que j'avais fait une petite présentation théorique de pourquoi ce sujet, avec des sources j'avais cité des articles qui m'avaient permis de construire ce sujet. Et puis après, j'avais parlé un petit peu du protocole expérimental que j'aurais pu faire et voilà, des objectifs de ce projet. Ok, Si donc. moi, là, si tu veux, j'ai le projet de mémoire sous les yeux. J'ai fait une partie sur les principaux axes de la recherche, donc un peu une revue de la littérature existante. Mhm. Les objectifs de la recherche, c'était suivi d'une méthodologie, donc effectivement comment le réaliser, les résultats attendus, et ensuite j'avais une très courte bibliographie, tu vois, j'avais 5 références. Donc voilà. Ok, ok, merci. Ok. Du coup, je passe à pardon, ma suivante. Les promesses de stage, il faut donc des fois pour certains masters c'est obligatoire, pour d'autres c'est conseillé. Est-ce qu'il faut pour donc le master 1 pour le premier semestre, il en faut pour les 2 semestres, pour le master 2, enfin. Il n'y a rien d'obligatoire, en soi, c'est un plus pour toi, pour ton dossier. Si tu arrives à en Mhm. avoir, franchement, c'est super. Et puis même pour toi, ça t'enlève une charge de recherche. Mais Ouais. il y a rien d'obligatoire. Fais ce Et que tu du coup, il faut que ce soit pour les 200 heures, ou alors je peux avoir une promesse de stage par exemple pour 100 heures, puis je trouverai autre chose pour. Ok, bah nickel. Et dernière question, du coup, si on n'a pas de master à la première sélection, je sais que la plupart des personnes, soit elles font des services civils, soit elles travaillent, soit elles ont des stages, des DU, tout ça. Mais pour les stages, comme on n'est plus rattaché à l'université, est-ce que vous connaissez les démarches? Je pense que c'est pour ça que, enfin, je m'y connais pas assez, je pense, mais c'est pour ça que tout ce qui est DU ou service civique, etc., ça te permet d'accéder à des conventions de stage. Les filles, vous me dites si je me trompe ou si vous avez plus d'infos à ce sujet. Ça te permet d'avoir des conventions justement et de pouvoir faire des stages. Il me semble que Ok, l'administration locale peut aussi délivrer des conventions, mais je suis pas sûre. Donc si quelqu'un veut compléter. Oui, bah moi, c'est passé. Voilà, c'est infernal. Ok. Quand quand du coup j'ai pas eu de master, moi tout est passé par la mission locale. Donc ok, juste la mission locale, c'est comme la fac. Les stages peuvent pas dépasser 300 000 300 heures. euros parce qu'après au niveau de la loi, il faudrait qu'on soit rémunéré et bien souvent ça n'a pas lieu. Mais voilà, mission locale, ça marche très bien. Ok, bah merci beaucoup pour toutes vos réponses. De De rien, rien. bon courage. Ensuite, Delphine. Bonjour, merci pour votre présentation. Je voulais savoir si dans votre master, il y avait des étudiants en reprise d'études ou en réorientation professionnelle. Ouais, il y en a énormément. Nous, dans notre master, là, en M1, on avait fait un sondage. Je crois qu'elles sont une dizaine à être en reconversion professionnelle Ou en reprise ou en d'études. reprise d'études, ouais. Et du coup, ouais, c'est vrai qu'il y en a quand même. Ouais, il y en a pas mal. Et Mm. du coup, c'est aussi ce qui expliquait, comme Marie l'avait dit dans la présentation, que au niveau des âges, par exemple, c'est super varié parce qu'il y en a qui reprennent leurs études à 35, 40. Ouais. Enfin voilà, donc nous, en tout cas, il n'y a pas de souci dans notre master et même je pense que c'est valorisé au vu du nombre de personnes en reconversion professionnelle dans notre promo. Au niveau des M2, je crois que vous êtes un peu moins nombreuses où il y a des reconversions professionnelles ou peut-être qu'il y a plus de reprises d'études, mais moins de reconversions, je sais pas. Mais en tout cas, nous, il n'y a pas de problème là-dessus. D'accord. On Et a est-ce que... par- et, et en reconversion professionnelle dans notre promo. Donc c'est un peu. Et après, non, si j'étends, il y a plusieurs personnes qui, avant la licence de psycho, avaient fait autre chose. Mais bon, je sais pas si ça compte trop dans la question, mais voilà. D'accord, mais donc oui, c'est aléatoire finalement d'une année sur l'autre. Oui, je pense que c'est en fonction de la cohérence de votre dossier, comment vous arrivez à mettre Mm, bah, en valeur ce que vous avez fait avant. mm. Est-ce que, alors dans ce cas ou de manière générale, est-ce que vous pensez qu'il est pertinent de mentionner, alors peut-être dans la lettre de motivation, des expériences personnelles que l'on a pu vivre de thérapie suivie? Ou est-ce que c'est glissant? Je me permets de répondre. Pour ma part, j'avais subtilement parlé de ça dans ma lettre de motivation, mais de manière très brève et pour appuyer un certain propos par rapport à mon intérêt pour une certaine thérapie.
Donc je pense que, en tout cas dans mon cas, ça n'a pas été rédhibitoire tant que ça tourne pas que autour de ça et que c'est pas un argument principal. Je pense que c'est pas un souci en tout cas. D'accord, merci. Et une dernière question. J'ai vu passer dans le chat que vous mentionniez la théorie polyvagale. C'est quelque chose qui est abordé dans le master? Alors ça, je ne connais pas du tout les M2, je vous laisse répondre. Du coup, on a un cours sur la théorie polyvagale en master 2. D'accord. Merci beaucoup. Et du coup, je me permets juste d'intervenir à nouveau parce que par rapport aux reconversions, effectivement, nous, dans notre master, il me semble, dans notre promo, on était un tiers de reconversion. Et c'est plutôt très valorisé, ou en tout cas valorisable. Moi, je me suis reconvertie et du coup, je pouvais, notamment dans ma lettre, appuyer mon désir de devenir psychologue par le fait de ce que j'avais expérimenté avant. Et donc, c'était super utile au niveau du storytelling. Je vous invite à storyteller un petit peu vos candidatures. Mettez un peu d'émotion. Ne faites pas de chat GPT. Parce qu'ils vont lire beaucoup, beaucoup de lettres de motivation et ils vont vouloir lire votre âme, entre guillemets, savoir qui vous êtes. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit peu de vous dans vos lettres de motivation. Et les reconversions, c'est hyper utile pour mettre un peu de soi et d'expliquer un peu pourquoi je vais être psychologue à mon âge, au vu de ce que j'ai vécu avant, etc. Voilà, c'était une petite aparté. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a encore certains d'entre vous qui veulent poser vos questions à l'oral ou on passe aux questions qui ont été posées dans le chat? Je vois qu'il n'y a pas de main levée. Peut-être on peut lire les questions du chat, peut-être. Ok. Ah, il y a une main levée. Daniela? Oui, bonjour. Moi, j'étais en master 1 de neuropsycho l'année dernière et à partir de mes stages, je me suis un peu réorientée plus dans le côté psychique de l'adversité du, du patient. Et du coup, tous mes stages de la licence A à la M1, c'est par rapport à neuro. J'ai fait service neurologie, EHPAD, centre mémoire. Est-ce que c'est révéditoire pour candidater dans votre master? Bah, selon moi, non, pas du tout, parce que même nous, encore actuellement, en Master 1, il y a certaines filles de la promo cette année qui ont fait des stages en EHPAD ou d'autres qui ont fait leur stage avec une neuropsychologue, par exemple. Tout à l'heure, dans les matières, on a aussi évoqué qu'on avait des cours donnés par une neuropsy. Et donc, encore une fois, ça peut être important. Enfin, c'est intéressant et c'est aussi comment vous allez tourner votre expérience, comment vous allez amener ce que vous avez pu apprendre de ces différents stages. Et donc, non, moi, je pense que justement, là, vous avez évoqué plusieurs stages. Enfin, Mm. justement, c'est pertinent. Toi, je sais pas Ouais. ce que tu en Oui, penses. je suis d'accord. Bon, voilà. Mais du coup, faudrait euh, réécrire les descriptifs des stages pour les tourner plus dans le psychotrauma et moins dans la neuro. Bah oui et non en soi. Dans le rapport de stage, c'est ça que vous demandez? Non, pour mon CV. Parce que mon Ah. CV, il est partout. C'est neuro, c'est cognition, neuro, remédiation, centre mémoire. Ah bah non, dans votre CV, enfin, vous le laissez tel quel, alors ça reflète les expériences que vous avez fait, enfin, je pense. Moi, je pense que oui, effectivement, en fait, si, il faut, enfin, factuellement, ça reste quand même très neuro, mais si il y a des expériences, enfin, qui ont été tirées vraiment, enfin, si tu as tiré des expériences de ça, qui t'ont amené à réfléchir sur l'aspect plus bah, d'adversité, comme tu as dit, du psychotrauma, et que c'est à partir de ces stages-là, peut-être que tu as développé un intérêt, faut peut-être que tu essayes de le développer dans ce sens-là. Mais si factuellement, il y a des stages qui ont été que neuro, bah, c'est pas un problème, à mon sens. Ok, merci beaucoup. Est-ce... Delphine? Ah, vas-y. Oui, merci. J'ai encore effectivement une question concernant l'organisation des stages. Euh, je suis maman et donc j'habite assez loin de Nice. Et donc je me posais la question de savoir s'il était réaliste de faire des stages, puisque j'ai vu qu'il y avait des périodes banalisées qui soient bah, plutôt dans ma région. Euh, Est-ce qu'il y a des cours qui sont mélangés pendant ces périodes banalisées ou est-ce qu'on peut assez facilement jongler comme ça?
Oui, totalement. Enfin, la plupart, en tout cas dans notre promo à nous, je sais pas dans les autres, mais il y a beaucoup de personnes qui réalisent leur stage dans d'autres villes, enfin, qui peuvent être assez loin. Donc c'est pas un problème. Après, en master 1, il y avait un peu plus de complications parce que il y a les transversales. Donc au niveau des CM, parfois, bah, ça implique peut-être de louper les CM lorsqu'on est en stage. Donc il y a eu quelques complications par rapport à ça, mais en tout cas, la majorité des étudiants, ou en tout cas tous ceux qui sont originaires de d'autres villes, réalisent pour la plupart leur stage dans leur ville d'origine, si je dis pas de bêtises. Donc en tout cas, à mon sens, ça pose pas de problème. Donc de le mentionner comme tel, comme projet dans la candidature, ça ne sera pas quelque chose de rédhibitoire. Non, je pense pas. Merci. Et moi, pour vous donner un exemple, moi, pour les deux périodes de stage, donc là, novembre-décembre et mars-avril, je fais mes stages à Lille. Non. Euh, et Oh, oh, pardon. je reprends, désolée. Et donc, oui, je disais, je fais mes stages à Lille et ça pose pas de problème. Enfin, j'ai même réussi à trouver un stage plus facilement dans ma région qu'à Nice d'ailleurs. Juste, c'est ce que je disais tout à l'heure dans la présentation. Il faut quand même faire attention aux périodes de partiels qui peuvent juste se chevaucher un petit peu avec fin décembre, mais ça nous est précisé normalement au début d'année. Et aussi là pour le deuxième semestre, on a un cours d'une matière transversale où on a des TD qui sont évalués, où du coup la présence est obligatoire. Mais par exemple, moi dans ce cas-là, j'ai réussi à m'organiser avec le prof en question et à faire l'évaluation en visio par exemple. Donc il y a toujours des possibilités. Avoir en tête aussi que Madame Tremblay vous dira toujours que les cours priment sur le stage. Donc, parfois, c'est possible que vous ayez à faire pas mal d'allers-retours. Enfin, ça peut être coûteux. C'est pas impossible, mais ça peut être compliqué en termes d'argent et d'organisation. À voir. Voilà. Effectivement, parce que du coup, pour reprendre ce qui vient d'être dit, l'assiduité, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour Madame Soublé. C'est quelque chose qu'elle met en avant dès la réunion de pré-rentrée et où apparemment chaque année, elle dit qu'elle va être encore plus intransigeante sur l'assiduité. Donc pour les cours spécifiques, c'est quand même très important d'être présent parce qu'elle estime qu'on apprend des choses et qu'à la fin de l'année, nous valider notre année, par exemple, si on a été absent à l'un des cours où on parlait d'une psychothérapie en particulier, ça peut être plus compliqué. Après, bien évidemment, l'absence, enfin, on a le droit quand même d'être absent, il faut que ce soit justifié. Pour les cours transversaux, c'est possible, il n'y a pas de problème en soi. C'est des CM, donc on peut toujours s'organiser entre les membres de la promo, etc., pour rattraper. Mais voilà, les cours spécifiques, c'est vrai que c'est quand même mieux si vous pouvez être présent. Mais dans tous les cas, si on reprend un petit peu les périodes de stage, normalement, on n'a pas de cours spécifiques pendant les périodes de stage, donc pas de raison de manquer ces cours ou manquer du stage en raison des cours spécifiques. Voilà. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire. Effectivement, les cours spécifiques, je vous déconseille de les louper déjà parce qu'ils sont super intéressants et vous verrez quand vous êtes diplômé, vous vous direz, ah, mais ça me manque les cours parce que c'était super. Et en plus de ça, dans une petite promo de 18, s'il y a deux personnes qui viennent pas, ça se voit tout de suite et c'est pas très respectueux pour l'intervenant qui sont en général de super bonne qualité et on a envie aussi de soigner son réseau. Donc, les cours spécifiques, c'est pour ça que Madame Soubelé, elle est très attentive au fait qu'on soit assez assidu. Bon, c'est pas pareil pour les cours où c'est tous les masters, ça se verra moins, mais voilà. Je vous conseille de pas partir avec l'idée de vous allez louper un tiers des cours. C'est pas une bonne idée et ça va pas marcher. Parce que Madame Soubelé, elle va venir vous retrouver et vous dire, j'ai remarqué que vous n'êtes pas en cours. Petit aparté. Merci, il y a une main levée, allez-y. Bonjour, vous m'entendez? Oui, oui. J'ai une question. Moi, je cherche à m'orienter après vers une thèse ou un doctorat, plutôt dans la recherche. Est-ce que c'est une bonne idée de le mettre vraiment en gros et en grand dans la lettre de motivation, vu que c'est un projet vraiment qui me tient à cœur? Et je sais que ce master, il est quand même orienté recherche, mais je ne sais pas à quel point quand même. Bah, je pense que oui, bah vas-y Maëline, j'allais dire, ça te concerne. Du coup, je réponds. Moi, je l'avais vraiment mentionné, enfin, j'en avais vraiment parlé dans ma lettre de motivation. Alors, je sais pas si ça a joué ou pas, enfin, en fait, je sais pas. Mais c'était vraiment cohérent
dans la manière dont je présentais ma lettre de motivation, d'arriver à cette conclusion et d'expliquer en quoi c'était vraiment ce que je voulais faire, en quoi c'était intéressant et en quoi ce master-là allait me permettre d'arriver à la thèse. Enfin, en gros, c'était vraiment la cohérence de mon projet professionnel. Donc, à mon sens, en tout cas, c'est pertinent de le mentionner. Et ensuite, je crois qu'il y avait un peu une autre question dans ta question, enfin, c'est-à-dire de savoir est-ce que ce master-là, il peut préparer Oui. à la thèse. En soi, oui, parce qu'il y a vraiment une grande partie recherche. Donc, je dirais que oui. Ok, super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser à l'oral ou pas? Parce que je vois qu'il y a des questions dans le chat, si jamais on va répondre à celle-ci. Juste pour ajouter enfin, juste pour appuyer ce que Maï vient de dire, moi aussi j'avais cité le fait que je voulais faire une thèse dans ma lettre de motivation et aussi dans mon projet professionnel avec la même manière, le fait de dire que enfin, moi au final je veux faire de la recherche et également de la clinique et du coup j'avais juste expliqué le pourquoi du comment, j'avais aussi parlé pourquoi faire de la recherche à Nice en mentionnant également les thématiques et les axes de recherche du labo de Nice aussi. Donc voilà, pour moi, ça peut être intéressant d'en parler si c'est vraiment ton projet professionnel et je vois pas pourquoi ça va impacter négativement ta candidature. Et voilà. Non, ça impactera pas négativement parce que Madame Soubelé, elle adore la recherche et qu'elle va avoir envie que dans chaque promo, il y ait des doctorants. Donc, si c'est votre projet de recherche, encore une fois, une lettre authentique qui suscite des choses qui vous représentent, vous, pas ChatGPT, très froid, etc. Si tu veux faire un doctorat, alors il faut dire que c'est ça qui vous motive et que voilà, c'est réfléchi. Merci beaucoup. Allez-y, il y a une autre main levée. Ouais. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Très bien. Ok, trop bien. Du coup, par rapport à la thèse, est-ce que vous aviez donné un sujet de thèse qui vous tenait à cœur ou juste l'idée de faire une thèse? Parce que moi, ça m'intéresse aussi, mais j'ai pas vraiment de sujet spécifique pour l'instant, quoi. Je vais répondre pour ma part. Euh, enfin, dans mes souvenirs, je crois pas que j'avais donné le titre exact de ce que je voulais faire parce que bah, effectivement, c'était encore un peu flou, mais j'avais vraiment expliqué les thématiques qui m'intéressaient et en quoi, bah, encore une fois, le laboratoire associé au master rentrer dans ce cadre-là et s'associer avec le projet de thèse que j'avais. Et je l'avais aussi mis en lien avec le projet de recherche que j'avais mis en fait dans mon dossier. Enfin, tout était assez lié. Donc, je pense que s'il n'y a pas de sujet très précis, c'est pas grave. Mais en tout cas, des thématiques un peu ciblées, je pense que c'est peut-être mieux. Ok, J'avais merci beaucoup. Du coup, juste pour appuyer, j'avais fait exactement la même chose. Enfin, juste des thématiques qui étaient du coup en lien avec mon travail de recherche en licence et en même temps mon projet de recherche pour le master et aussi du coup les thématiques du labo pour dire que ça, c'est logique que je fasse ma thèse avec ce labo. Ok, merci. Et je reviens aussi, il y a une question que j'ai vue passer dans le chat par rapport à l'assiduité dans des cas plus particuliers, par exemple dans des situations de handicap. Effectivement, dans ces cas-là, c'est pas pareil. Voilà, donc si vous fournissez pardon, les justificatifs, etc., il n'y a pas de problème pour l'assiduité. Par contre, bien évidemment, il faut quand même rattraper les cours, que vous ayez les informations, etc. Mais s'il y a des raisons particulières, effectivement, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Est-ce qu'il vous reste des questions à poser à l'oral? Parce que je pense que les questions qui ont été posées dans le chat, les filles, vous avez pu quand même y répondre dans la majorité des cas lors du webinaire. Dites-moi si je me trompe et s'il y a d'autres questions sur lesquelles on n'a pas encore répondu. Oui, j'ai une question sur le volume horaire de cours. Je vous écoute alors, Marie-Laure.
Bonsoir. Donc j'avais une Bonsoir. question par rapport au volume horaire de cours. Quand on a cours, donc par exemple à Nice, si on est admis à Nice, combien ça représente dans la semaine d'heures de cours? Est-ce que c'est du temps plein ou pas? Non, ça va être quand même assez variable. Là, au semestre 2, par exemple, on n'a aucune semaine qui est similaire en termes d'horaire. Au semestre 1, on avait tous les lundis qui étaient banalisés, enfin pas banalisés, juste on n'avait pas cours, donc déjà c'était pas une semaine complète. D'accord, On avait cours le mardi après-midi, le mercredi toute la journée, c'était une grosse journée, c'était du 8h-20h. En fait, le mercredi en M1 est réservé pour les cours transversaux. Ouais. Le d'accord, jeudi, on avait cours de 8h à 15h et le vendredi, on avait cours de 14h à 20h, quelque chose comme ça. Donc c'est pas des semaines pleines, par contre, d'accord, c'est des plages horaires de cours qui sont quand même assez conséquentes. Donc on a d'accord. pas Ça mal me de permet de me projeter en fait, parce que j'habitais à Toulon, mais voilà, ça permet de me donner une idée quand même si j'étais retenue du volume horaire. Mais donc je pense que c'est à peu près, moi, je Ouais. dirais 20-25 heures par Je sais pas, semaine. je me souviens pas compte. Ça dépend Ouais, tellement des semaines que... ouais. D'accord, ok. Bon, ça permet de savoir et puis s'organiser en cas de si on est retenu. Merci. De rien. Je vois une question par rapport aux lettres de recommandation dans les dossiers. Je ne sais pas si vraiment si ça rentre dans le cadre de lettres de recommandation, mais personnellement, dans mon dossier, j'avais mis des sortes d'attestations de fin de stage que j'avais demandé à mes tuteurs pour leur demander, enfin, qu'ils fassent un petit compte-rendu de ce qu'ils avaient pensé de moi pendant le stage. Voilà. Peut-être que c'est une pièce que vous pouvez également demander pour bah, vous valoriser. Ouais, moi j'avais fait pareil que Marie. À la fin de chacun de mes stages, j'avais une petite évaluation pareil de mon tuteur qui disait comment il m'avait trouvé par exemple avec la population clinique, si j'avais réussi à faire des hypothèses ou des choses comme ça. Et moi j'avais également mis une lettre de recommandation d'une de mes profs. Par exemple, si vous venez enfin, je sais pas, d'une fac où vous avez un prof avec qui ça passe plutôt bien, par exemple, avec lequel vous avez pu faire votre travail de recherche, ça peut aussi être intéressant si vous avez une lettre de recommandation. Après, c'est pas demandé, donc c'est quelque chose que vous pouvez mettre dans les pièces supplémentaires si vous trouvez ça pertinent, mais c'est pas obligatoire ni rédhibitoire, quoi. Je vois qu'il y a deux questions, donc Flore, je te laisse la parole. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, oui. J'avais une question par rapport, bah là je regardais donc le dossier de candidature sur mon master et je vois qu'il faut donner la note du bac. Donc je suis un peu étonnée. Je sais pas si du coup ça rentre en ligne de compte parce que par exemple moi je suis en reconversion, je mentionne même pas mon bac sur mon CV. Euh, Oui. Alors, dans ce cas, je sais pas. Je pense pas qu'ils regardent les notes de bac, très honnêtement. Enfin, pas pour ce master-là, je ne pense pas, mais je crois que ça, c'est pour la candidature de manière générale, si je ne me trompe pas, enfin, dans mes souvenirs, c'était dans un truc à part, enfin, que tous les masters allaient pouvoir voir et qu'on ne mettait pas spécifiquement dans une candidature pour chaque master. Je ne sais pas si je suis claire, mais du coup, en tout cas, je ne pense pas que dans le cadre des reconversions, ça soit vraiment important, mais encore une fois, je ne suis pas concernée, donc je ne sais pas. D'accord, ok. Parce que comme il y a un filtre sur les notes, j'espère que c'est plus la licence de psycho qui va compter que. Oui, 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 non. la licence, bien évidemment. Et Ouais. effectivement, comme dit Maëline, enfin, là, ce que vous mentionnez, c'est pas un onglet spécifique au master PCVDP, c'est dans les pièces Non, générales. c'est dans les pièces générales, mais du coup, qui apparaîtront quand même dans le dossier, j'imagine. Oui, oui, ça apparaît dans le dossier, mais enfin, en gros, c'est juste pour montrer que enfin, vous avez eu le bac, quoi. Mais techniquement, si vous avez la licence, on sait aussi que vous avez eu le bac. Donc, c'est vraiment vos notes de licence qui comptent, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus, quoi. D'accord, merci. Puis je voulais être sûre de ne pas avoir à mentionner mon bac dans mon CV parce que déjà qu'il n'y a pas beaucoup de place. Non, 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 c'est pas nécessaire. Moi, je l'avais pas mis non plus, hein, franchement, Super, alors que merci je beaucoup. sortais du bac pourtant. Et je pense que pour les reconversions, ça compte aussi moins les notes du bac que quelqu'un qui vient de sortir du bac. Donc forcément, si ça fait un moment que vous avez eu le bac, je pense pas que ça les intéresse particulièrement. Ok, merci. Allez-y, il y a une autre question. L'OTEM. L'OTEM. Alors oui, j'avais deux petites questions par rapport au test d'anglais. Est-ce que vous avez des conseils ou par exemple celui de
EF7, il est suffisant, ou il faudrait justement celui du CRL qui est bon, un peu plus, je pense, recommandé, ou sinon EF7, ça suffit. Personnellement, personnellement, j'avais fait celui de F et ça m'a absolument pas posé de problème. Donc voilà. Bon, Ok. après, j'imagine que si vous avez le TOEIC ou n'importe quelle certification plus prestigieuse, entre guillemets, forcément, ça pèse plus lourd. Mais voilà, EF, pour moi, ça avait suffi. Ouais, il n'y a pas besoin de plus. Et j'ai aussi une lettre de recommandation de ma prof d'anglais, donc c'est plutôt... Est-ce que je le mets plutôt dans le test d'anglais ou dans les lettres de recommandation? Parce que... Bon, je dirais dans les recommandations. Ok, ça Moi, marche. j'allais Et dire, ça dépend ce Surtout qu'elle dit. d'être fluent en anglais, ça va vous servir pour les mémoires, ça va vous servir pour les dossiers, pour les cours d'anglais. Enfin bon, ce sera utile. ok, merci. Il y a une autre main levée. Clara, tu peux y aller? Bonjour, vous m'entendez? Oui. Moi j'avais une question. C'est parce qu'en fait là je fais ma licence sur Lille du coup aussi et je suis pas totalement spécialisée sur le psychotrauma, mais je le vois un peu, enfin c'est un peu en rapport avec mon TE sans que ce soit totalement spécifique. Mais du coup je me demandais est-ce que vous avez des recommandations sur comment bien se préparer à l'entretien. Parce que j'aimerais bien lire tout ce que vous avez recommandé. Mais c'est vrai qu'avec tout ce qu'on a à faire en ce moment, je sais pas si je vais pouvoir les lire en entier et être totalement prête. Et du coup, voilà, c'était pour savoir si vous avez des... Bah, par exemple, du coup, à Lille, je sais pas avec qui tu fais ton TE, mais il y a notamment Alexis Van Capelle qui est spécialisé dans le psychotrauma. Tu peux Ok. peut-être te concentrer, je sais pas, sur ses articles à lui, aller en lire quelques-uns, puisque nous, il y a notamment certains intervenants qui nous parlent de ses travaux, donc il est quand même assez important dans le domaine. Si t'as pas le temps de lire des articles ou quoi que ce soit, peut-être que ça peut aussi être pertinent de regarder quelques webinaires parce que ça va quand même généralement plus vite que si tu avais un livre entier à lire. Et sinon, te documenter comme ce qui a été dit tout à l'heure, regarder un petit peu aussi les critères du DSM par rapport au TSPT, regarder les critères de la CIM 11 pour le TSPT complexe. Et avoir des connaissances un petit peu plus générales sur le psychotrauma. Enfin, ouais. T'as d'autres choses à Pardon, ajouter? j'étais ailleurs. Ok, d'accord, bah merci. Et j'avais une autre question du coup. Est-ce que vous savez si les entretiens du coup ils peuvent se faire en visio ou c'est vraiment que en présentiel? C'est que en visio. Que en visio, ok, d'accord. Bah merci beaucoup. De rien. Flore, est-ce que tu as une question? Non, Non, c'était pardon, j'avais oublié de baisser la main. problème. Et je vois dans le chat que certains spécifient donc qu'ils demandent bien la note du bac spécifiquement pour le master. Et c'est vrai que je me souviens l'avoir rentré aussi. Donc je sais pas si c'est un obligatoire ou pas. Mais après, c'est vrai que pour les recommandations, c'est peut-être pas pratique. Je sais pas, peut-être qu'il faudrait contacter si c'est obligatoire. Je sais pas vraiment quoi vous conseiller. Est-ce que quelqu'un a une idée? Je me permets, mais il n'y a pas la petite étoile, donc normalement, on peut ne pas la rentrer. Il n'y a pas la petite étoile à côté de la Alors, case. dans le cadre de reconversion, merci d'ailleurs Selma, mais dans le cadre de reconversion, donc je pense que, enfin, ils comprendront qu'il n'y a pas la note du bac, quoi. Enfin, c'est hyper chiant à retrouver. Donc voilà. Il y a une question. Quand vous assistez à des webinaires comme ceux de la FPR, comment les mettre en valeur au CV, à la lettre de motivation? Selon moi, ça peut être mis en valeur dans votre lettre de motivation. Vous montrez votre intérêt et vous pouvez faire le lien avec les webinaires que vous avez vus. Sinon, j'allais aussi dire de fournir les attestations. Peut-être que ça peut aussi aider dans les pièces complémentaires. Nous, avec les FPR, on fournit des attestations de présence pendant nos webinaires. Donc, si vous les avez, ça peut aussi être intéressant. Et sinon, dans le CV, si c'est plus des formations du style MOOC, etc., je pense que c'est pertinent. Mettre des webinaires dans le CV, je ne sais pas. Moi, personnellement, je le ferai pas. Peut-être que toi, t'as Moi, je un... crois que je l'avais fait, hein. Je l'avais mis dans Voilà. le CV et dans la lettre de motivation, je crois. Mais assez, enfin, assez rapidement. Mais je l'avais mis.
J'avais fait pareil et en plus, je trouve que ça permettait de rebondir en entretien ensuite. Parce que du coup, on nous posait la question de, OK, bah, vous avez mis ça dans votre CV, qu'est-ce que vous en savez? Et du coup, on pouvait en discuter. Voilà, pas forcément que pour ce master, hein, d'ailleurs. Je les avais mis aussi, mais c'était du coup pour appuyer le fait que l'approche intégrative m'intéresse. Et du coup, le fait que j'ai vu un petit peu des webinaires un petit peu hyper différents sur des thématiques hyper différentes. Donc, oui, je pense que c'était plutôt pour montrer que l'approche intégrative, c'était quelque chose qui m'intéressait. Est-ce que vous avez encore des questions ou pas? Non, je suis seule. Parce que toutes les questions dans le chat, on y a répondu. Donc, si vous avez plus de questions dans le chat ou à poser à l'oral, je pense qu'on peut s'arrêter là. Et bon courage encore à tout le monde pour cette période, parce qu'on sait à quel point c'est stressant Ah, il y a et ça une demande question. de l'investissement. Ah, pardon. On a encore une question. Quelles sont les pathologies les plus abordées? Nous, on a beaucoup vu tout ce qui était troubles anxieux en M1, dépression, pas tant que ça. En fait, ouais, beaucoup de troubles anxieux. En M1, ouais, c'est beaucoup ouais, tout ce qui est trouble anxieux. Après, en M2, en fait, on parle beaucoup de trauma complexe et des processus dissociatifs. Mais en fait, de manière générale, on va aborder un peu toutes les pathologies, mais par le prisme du trauma. En fait, du coup, on peut toucher à beaucoup de pathologies différentes et de manifestations, même somatiques. Enfin, en fait, on va dire que dans le master, il faut un peu avoir cette approche qu'on peut aborder plein de pathologies par le prisme du trauma. Voilà. Mais donc, de manière globale, on va quand même beaucoup s'intéresser au traumatisme complexe, mais dans une forme large, on va dire. Si Euh, vous en- voulez rajouter pardon. quelque chose, n'hésitez pas. Bah non. Sinon, il y avait une question. Les cours, oui, commencent bien dès Début septembre. L'année dernière, on avait eu la pré-rentrée le 1er septembre et on a eu des cours tout de suite après. Ah, il y a une main levée. Clara, tu peux y aller. Désolée, j'avais encore une petite question. C'est par rapport à la lettre de motivation, parce qu'en fait, il y a certains masters où il y a un nombre limité de mots, mais du coup, enfin, je trouve que justement, ça casse un peu ce truc où on peut ajouter notre touche perso. Et je sais plus si à Nice, du coup, il y a un nombre limité. Enfin, je pense que c'est, je pense, 2 pages max. Mais est-ce que vous recommandez de faire quand même 2 pages ou c'est mieux quand même de rester sur le format classique, 1 page, genre? Moi, perso, j'avais fait 1 page et demie, il me Moi semble. aussi. Tout Ok. à l'heure, quelqu'un avait précisé, je crois que c'était Lisa qui avait précisé, ou je ne sais plus, qui avait précisé qu'elle avait fait 2 pages. Donc je pense que c'est, enfin, tant que les informations, c'est pas du blabla et effectivement, c'est pas du copier-coller de ChatGPT, tant que c'est pertinent, je pense que c'est bien de le mettre. Après, effectivement, ne pas dépasser 2 pages, quoi. Selon Oui, moi. ok. Bah, Les filles, si merci. vous avez quelque chose à rajouter, je sais pas si vous... Ouais, pareil. Enfin, j'avais fait comme vous, 1 page et demie et ça me paraît correct. Moi, pareil, j'avais fait 1 page et demie et j'avais un peu étiré sur les côtés pour que ça rétrécisse un peu. Et par rapport à ce que Lisa disait tout à l'heure, vraiment, oui, je pense que c'est important de vraiment mettre sa patte personnelle dans la lettre de motivation et vraiment s'impliquer dedans, quoi. Et il y a une dernière question par rapport au niveau d'anglais, parce qu'il me semble qu'on vous demande de fournir une certification équivalente au niveau B1. Effectivement, si vous l'avez pas, nous, dans notre promo, certains avaient mis leurs notes de licence 1, licence 2, etc. Et apparemment, ça avait fait le travail puisqu'elles ont été acceptées. Mais si vous avez des certifications, c'est quand même toujours mieux. Après, la certification EF7, elle est rapide à faire et gratuite. Donc, peut-être Voilà. que ça peut vous aider quand même. Ensuite, Fanny, quand sont les entretiens? L'année dernière, ça avait été assez tard. Moi, c'était les derniers entretiens que j'avais Moi passés. aussi. Euh, C'était quand? Je m'en souviens plus. Je vais regarder. Les M2, est-ce que vous vous souvenez quand avaient eu lieu vos entretiens ou pas du tout? C'était il y a longtemps. Moi, je crois que c'était fin Fin mai. mai, ouais. Fin Enfin, mai. c'est vraiment à la fin de la période. Oui,
Oui, je sais pas pourquoi, peut-être que c'est pas du tout ça, mais genre 21, 20 mai, un truc comme ça. Ah, nous, c'était ça. Marie, elle vient de regarder. Donc, Ouais. nous, c'était le 21 mai. Et le 22, je crois, parce qu'il y Et avait ouais, 2 jours. il y avait eu 2 jours. 2 jours, voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Mise en valeur plutôt des formations ou des stages? Les deux. Ouais. Ah, j'avais pas compris la question. Est-ce que les entretiens... Non, les entretiens, c'est en visio et ce sera encore en visio cette année. Et du coup, c'est des entretiens, comme ce qu'on avait dit, assez courts, de même pas 10 minutes. Et donc, il y a 2 journées d'entretien. Et vous aurez une convocation. Nous, on l'avait eu une bonne semaine avant, je crois. Ouais. Et voilà. S'il n'y a plus de questions, on va vous laisser tranquille. Si jamais on a un entretien qui tombe pendant un examen, on peut le décaler. Je ne crois pas. Bah, un examen quand même, c'est important. Bah, moi, l'année dernière, j'avais eu le cas, j'avais eu un examen l'après-midi, j'avais un entretien le matin, on n'avait pas pu décaler ni l'un ni l'autre. Donc, Alors ça, je sais pas du tout. ça, je pense que Peut-être si que ça... c'est à voir avec Ouais. Madame Soublé plutôt. Si c'est le cas, vous envoyez un message à votre... Enfin, à la responsable du master, donc là, en l'occurrence, Madame Soublé. Si c'est en visio, peut-être qu'effectivement, ça peut être le cas. Oh, et voilà. Alors moi, je me rappelle pas du tout de comment c'était pour Nice. Vraiment, j'ai aucun souvenir. Mais pour un master, je pense que c'était le master de Paris Cité, je sais plus. Mais pour un master, il y avait la possibilité de changer de créneau si on n'était pas disponible. Mais une fois le rendez-vous confirmé, on pouvait plus changer, mais on avait la possibilité de changer, enfin de confirmer ou non le créneau. Mais alors, je sais pas du tout s'il y avait cette possibilité pour Nice ou pas. Je n'ai aucun souvenir. Je sais pas. Bon, bah, il n'y a plus de questions. Donc, merci à tous pour, d'avoir participé à la présentation et bon courage pour cette période, en espérant du coup que vous soyez acceptés dans le master de votre choix. Et si c'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. Merci beaucoup, bonne soirée.